La météo vous est présentée par Soprema, créateur de solutions pour bâtiments responsables. Oui, la météo aujourd'hui, c'est important, Nathalie, parce qu'il y a un petit changement dans l'air. Il y a encore des orages, mais peut-être un peu moins. Un peu moins généralisé. On sera peut-être un cran en dessous, mais on reste encore vigilant pour ces zones qui s'annoncent encore orageuses, donc que l'on va détailler, parce que potentiellement, un orage, ça peut toujours être très violent. Actuellement, encore quelques résidus orageux vers le nord-est, du côté de l'Alsace, vers PACA également. Et puis ailleurs, c'est très nuageux, beaucoup de brume, de brouillard, de nuages bas, beaucoup d'humidité résiduelle, très marquée d'ailleurs vers les côtes de la Manche. Et puis pour cet après-midi, reprise de cette activité orageuse sur deux zones essentiellement, entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Dans le sud-est en général, notamment en Rhône-Alpes, où là, on craint de forts phénomènes vraiment violents, comme de la grêle et de très fortes pluies. Donc attention dans le sud-est. Et des orages plus localisés entre les Pyrénées, le Massif central et le Jura. Mais ces orages localisés sur le relief pourraient quand même déborder en plaine. Plus on ira vers l'ouest, plus on se dirige vers ce temps beaucoup plus calme, avec peut-être une éclaircie. Attention, l'heure est toujours en alerte crue, inondation, et côté température, c'est extrêmement doux actuellement, des températures comprises entre 12 et 19 degrés. Cet après-midi, légère baisse des températures dans le nord-est, 26 degrés à Paris, 24 du côté de Strasbourg, alors que ça grimpe dans l'ouest avec le retour des éclaircies, ça tombe plutôt bien. En 10 secondes pour demain? Alors pour demain, moins d'orages encore, ils vont surtout se concentrer sur l'est de la France et en particulier sur le relief. Plus à l'ouest, ce sera beaucoup plus agréable. Et je vais quand même vous parler de ce week-end qui s'annonce quand même très orageux. D'abord à l'ouest samedi, orage très très fort attendu. Orages qui vont se généraliser pour la journée de dimanche, surtout entre le nord, les Pyrénées en passant par le centre et l'Île-de-France. Prudence, ça s'annonce encore très agité. Merci beaucoup Nathalie, merci. C'était la météo avec Zeiss UV Protect. La protection UV totale pour les verres du quotidien. Ces produits sont des dispositifs médicaux. C'était la météo avec les solutions d'éclairage naturel Soprema pour le confort de vos bâtiments. Notre fromagerie est une fromagerie familiale depuis 3 générations, née ici en Alsace. C'est ici qu'on affine le Münster fermier AOP Bio Bonne Terre. Ce qu'il y a dans le Münster fermier AOP Bonne Terre, du lait bio, mais pas de n'importe quelle vache. Des vaches 100% vosgiennes. Leur particularité, elles produisent moins de lait, mais il est de meilleure qualité. Bonne Terre a joué un rôle important dans la conversion au bio de cette exploitation l'an dernier, avec la création d'une filière. Bref, en dégustant un morceau de Münster Bonne Terre, vous vous faites plaisir, tout en participant à préserver le terroir des montagnes vosgiennes. C'est ça l'activisme gourmand. Bonne Terre, c'est bio, mais surtout, c'est meilleur. Il y a des regards qui font tout oublier. Des paroles qui soulagent. Et des trésors qui se dévorent au premier coup d'œil. Ailleurs a conçu un réfrigérateur avec tiroir de congélation pour accéder facilement à vos aliments. Nouveau réfrigérateur 3 portes Ailleurs, en vente chez Darty. Julien Courbet? Oui, c'est moi. Vous êtes vraiment le meilleur. Écoutez, c'est trop. Sans blague, regardez ma porte arrêt-fenêtre. Moins 20% sur les 1000 premières commandes. Et ça, c'est unique. Visiblement l'enseigne préférée des Français. Pour faire 1 litre de pur jus de Joker, il faut cueillir plus de 2 kilos d'oranges. Et sa nouvelle bouteille est encore plus pratique. Joker réveille le goût. Nouveau, Femme Actuelle lance Femme Actuelle Senior. Ce mois-ci, jambes et pieds, soignez-les. 20 conseils efficaces, faciles à adopter. Nouveau, Femme Actuelle Senior, chaque mois chez votre marchand de journaux. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Et après la perte de poids, essayez le nouveau XLS Médical Stabilisation pour maintenir votre poids naturellement. Dispositifs médicaux.
En ce moment, découvrez le Skoda Kodiaq jusqu'à 7 places. À partir de 329 € par mois, avec 5 ans de garantie offerte. Ce mois-ci, dans Santé Magazine, un grand dossier minceur pour perdre 3 kilos avant l'été. Retrouvez aussi notre guide gynéco pour vous accompagner à 30, 40, 50 ans et plus. En cadeau, un livre de 100 recettes minceurs et après-midi, une trousse de premier secours. Cet été, Santé Magazine est au prix spécial de 1,90 €. Santé Magazine, le féminin qui fait du bien, existe aussi en format poche. Nous, on croit à la cuisine libre. C'est pourquoi il y a Panzani et sa qualité or. Une pâte à la texture toujours parfaite qui permet de cuisiner en toute liberté. Alors imaginez, essayez, osez, faites-vous juste plaisir. Panzani, soyez libre. Arthur est pompier. Quand son beeper sonne, des vies sont en jeu. Alors, il n'a pas une minute à perdre. Mais le risque quand on va très vite, c'est d'aller trop vite. C'est pourquoi GMF inclut l'assistance serrurerie 24 h sur 24, 7 jours sur 7, dans votre assurance habitation Domopass. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Et en ce moment, 2 mois offerts pour toute souscription d'un contrat habitation. Télématin continue avec Ouverture S. Télématin continue avec Elgidium, dentifrice anti-plaque. Il est 7h30 tout de suite, 7h30, un nouveau journal avec Sophie Le Saint. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent. L'info ce matin. Plus de portables à l'école. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui le projet de loi. On va faire le point sur la grève à la SNCF. Et puis le bac qui se profile pour les lycéens, Laurent. Tiens donc. Bonjour à tous. Le portable bientôt interdit au collège. Le principe est déjà inscrit dans le règlement intérieur de la moitié des établissements scolaires. Mais la proposition de loi examinée aujourd'hui par les députés n'est pas simple à mettre en place. Marion Mercier. Caché dans une trousse, mais discrètement consulté en classe. À la rentrée, ce ne sera plus possible, ni à l'école, ni au collège. Le ministre de l'Éducation justifie cette interdiction par la perte de concentration des élèves et les dangers que fait courir le numérique aux plus jeunes. Nous savons bien que le smartphone, malheureusement, participe de cette addiction et qu'en plus, il peut porter d'autres mauvais usages. Je pense par exemple à la fréquentation des sites pornographiques ou encore au cyberharcèlement. Aujourd'hui, le Code de l'éducation interdit déjà l'usage des portables en cours, mais cela reste à la libre appréciation des établissements. À la rentrée de septembre, l'interdiction sera totale. Certains collèges ont déjà franchi le pas. Pourtant, les parents d'élèves alertent sur la faisabilité de la mesure. Comment contrôler les élèves, conserver des centaines de portables et les restituer à la fin des cours. Ce sera l'un des chapitres du débat. L'accalmie enfin sur le front des inondations. Le département de l'Eure reste toutefois en alerte orange. De nombreuses communes ont été touchées. Pour les sinistrés, commencent maintenant de longues démarches administratives avant de pouvoir être indemnisés. Marianne Théolaire. 2 jours après les inondations, il faut encore nettoyer. Le sous-sol de ce couple est plein de boue, leurs affaires entassées dehors. Ils attendent désormais l'expert pour constater les dégâts. On appelait les assurances et en fait on nous dit qu'il y a eu tellement d'inondations que du coup on doit attendre. Attendre et surtout ne rien jeter, même s'ils ont fait des photos du sinistre. C'est l'une des règles à suivre pour être indemnisés. En déplacement dans l'Eure, durement touchée par les orages, le ministre de l'Intérieur a jugé le début d'année catastrophique. On ne peut pas encore faire l'estimation parce que, comme je vous le dis, c'est pratiquement les 2/3 des départements français qui ont été touchés. Une réunion aura lieu le 19 juin pour déterminer les communes qui pourront bénéficier de l'état de catastrophe naturelle. Le dispositif permet d'accélérer l'indemnisation. C'est reparti pour 2 jours de grève à la SNCF, mais le trafic sera moins impacté. On prévoit notamment 7 TGV sur 10. On fait le point tout de suite sur vos prévisions à la gare Montparnasse à Paris avec Sophie Lançon. Pour ce 27e jour de grève, la mobilisation se poursuit même si les perturbations sont de moins en moins importantes. Ainsi, comptez 7 TGV sur 10, 1 TER et Intercité sur 2, 3 Transiliens sur 5, 1 train sur 2 roulera également à l'international. Les syndicats poursuivent le mouvement parce qu'ils veulent continuer à mettre la pression sur le gouvernement alors que la réforme ferroviaire a été adoptée au Sénat en première lecture. Des syndicats réformistes
comme la CFDT et l'UNSA, veulent tenter de peser jusqu'au bout du circuit législatif, alors que le texte passera en navette parlementaire la semaine prochaine. Dans l'actualité également, la visite d'Emmanuel Macron au Canada, un déplacement officiel de 2 jours avant le sommet du G7, un sommet sur fond de tension après la décision américaine de taxer les importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'Union européenne et du Canada. Sur place, on retrouve notre envoyée spéciale, Valérie Astruc. À peine arrivé à Ottawa, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre Justin Trudeau. Objectif, organiser la riposte face à Donald Trump qui vient d'imposer des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium contre les Canadiens et les Européens. Toujours aussi complices, comme on l'avait vu l'année dernière en Sicile, les 2 hommes sentent bien qu'il va falloir durcir le ton à la veille du G7 contre Donald Trump. Écoutez. C'est ta première visite en tant que président, certainement, mais c'est pas ta première visite au Canada. On va en effet parler des sujets bilatéraux qui sont riches, nombreux, et évidemment la préparation de ce G7 qui intervient à un moment critique. La guerre commerciale lancée par Donald Trump est jugée illégale par Emmanuel Macron, inacceptable par Justin Trudeau. Et les Européens, comme les Canadiens, ont annoncé des contre-mesures pour pénaliser les produits américains. Les 2 hommes vont tenir aujourd'hui une conférence de presse et ils devraient appeler Donald Trump à calmer le jeu. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Guatemala. L'éruption du volcan de Fuego a fait au moins une centaine de morts et les recherches des personnes portées disparues, près de 200, restent très compliquées suite à de nouvelles explosions et écoulements de lave. On va s'intéresser maintenant au classement des meilleures universités. 1000 établissements à travers le monde ont été placés au crible. En tête, le MIT de Boston pour la 7e année consécutive et la France perd encore des places. Le détail avec Ambroise Duché. C'est une mauvaise nouvelle pour l'enseignement supérieur français. Seules 35 universités et grandes écoles de l'Hexagone figurent au palmarès des 1000 établissements les plus prestigieux au monde. 16 de ces institutions françaises ont même reculé dans le classement. Une chute qui s'explique par le fait que les universités françaises sont moins bien perçues par les employeurs. Autre explication de ce recul, la recherche menée dans les établissements français serait moins percutante comparée à celle des concurrents internationaux. Les revues académiques prestigieuses citent de moins en moins nos universités. À côté de cette mauvaise performance globale, une bonne nouvelle cependant. Polytechnique, la Sorbonne et Paris Sciences et Lettres figurent dans le top 100 mondial du palmarès. Cette fois, ça y est, il va vraiment falloir s'y mettre. Dernière ligne droite pour les candidats au baccalauréat. La première épreuve, celle de philosophie, aura lieu le 18 juin. Nous avons suivi des lycéens en pleine révision. Reportage de nos confrères de France 3 avec le commentaire d'Aurélie Schiller. Pour décrocher son bac, Lionel n'a qu'une idée en tête. Le travail, c'est tout au long jusqu'au bac, là. Il faut foncer et réviser au mieux pour réussir. Et aujourd'hui, c'est avec sa classe de terminale management et gestion qu'il révise, tous mis sur les ressources humaines, la matière la plus importante de leur série. C'est des gros coefficients quand même. Donc si on se loupe sur le coefficient de RH, eh ben, on n'est pas... c'est pas sûr qu'on l'est, quoi. Je néglige pas les autres matières, mais surtout celles-là, je les révise beaucoup plus. Dans ce lycée, les enseignants coachent les élèves jusqu'au bout pour les mettre en confiance. Il faut s'accrocher quoi qu'il arrive, même si on a eu un parcours un peu chaotique tout au long de l'année, qu'on a perdu en motivation à certains trimestres. Il faut continuer à s'accrocher, rien n'est perdu, il y a de la place pour tout le monde au baccalauréat. Après les cours, Lionel poursuit son bachotage à la maison. S'il obtient son bac, une place l'attend dans une école de commerce à la rentrée prochaine. Des nouvelles de Roland Garros. Au programme aujourd'hui, la fin du match Nadal-Schwartzmann qui a été interrompu hier à cause de la pluie. L'Espagnol a perdu le premier set et il a repris l'avantage dans le deuxième. À suivre également les demi-finales dames. Ce sera en direct sur France Télévisions à partir de midi. Et les Bleus se concentrent, eux, sur leur prochain match samedi soir face aux États-Unis. Dernier entraînement public hier à Clairefontaine pour le plus grand plaisir. Regardez des jeunes supporters qui ont pu approcher leurs idoles, notamment Mbappé. Une équipe de France plutôt détendue, à 10 jours maintenant du début du mondial. Vous le savez, le 16 juin, les Bleus seront opposés à l'Australie. C'est vrai. Il va falloir vous y mettre. Non, j'y arrivais pas. Et puis on a déjà fait un tour dans leur hôtel tout à l'heure avec Dominique Derdin en direct de Moscou. Ben on est allé voir dans quelles installations ils seraient reçus. C'est pas mal, sobre, Non, mais ça change de l'Afrique du Sud. Donc c'est certainement une autre ambiance aussi.
Merci Ça va Sophie. bien se passer. À plus tard Oui, pour de nouvelles infos. volontiers. Allez, la suite du programme, on vous fera tout à l'heure découvrir dans une dizaine de minutes une innovation technologique très utile, un passeport santé connecté. Bah oui, désormais, toutes les informations vitales, c'est le cas de le dire, vitales à votre santé, seront rassemblées sur cette carte-là, voilà, que vous apercevez sur votre écran. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec les 4V. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Vous recevez ce matin Mathieu Orphelin. Oui, Mathieu Orphelin, alors il est député La République En Marche du Maine-et-Loire, il est proche de Nicolas Hulot et il n'a pas hésité à déposer un amendement contre l'avis du gouvernement sur le glyphosate. Il fait partie, vous savez, de ces députés de la majorité qui refusent de renier leurs convictions au nom de la solidarité réclamée dans les rangs. Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Est-ce que vous vous êtes senti visé ? Visé par Visé par le Premier ministre qui a rappelé à l'ordre les députés lors d'une réunion de groupe mardi matin en disant qu'il fallait jouer collectif. Moi, je joue collectif. Tous les amendements que je porte, ils sont évidemment, je les propose au groupe La République En Marche. On les travaille ensemble. Le plus souvent, ils sont retenus par le groupe, des fois pas. Et dans ce cas-là, quand ils sont importants, je les porte avec quelques collègues. Nous sommes là, les parlementaires, pour faire la loi, contrôler l'action du gouvernement, ce sont les deux fonctions institutionnelles. Et donc voilà, j'ai l'impression de faire le travail de député quand je porte des idées pour faire progresser notre projet, notamment sur la transition écologique. Ça veut dire que vous ne voulez pas être le petit doigt sur la couture du pantalon, on va le dire comme ça. Vous avez déposé un amendement le 29 mai visant à inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate d'ici à 2021, contrairement à l'avis du gouvernement. Comme vous le disiez, vous étiez plusieurs dizaines à défendre cet amendement-là. C'était un engagement d'Emmanuel Macron. Là, vous avez le sentiment de faire le vrai travail de député, en fait, c'est ça que vous nous expliquez. Oui, c'est très important. Il y a un engagement très fort du président de la République. D'ailleurs, personne ne l'a remis en cause. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, on cherche le meilleur moyen de le concrétiser. Moi, je pensais, avec les collègues co-signataires, qu'effectivement, le mettre dans la loi avec toutes les dérogations qu'il fallait, parce qu'il ne faut laisser aucun agriculteur sans solution, c'était quelque chose d'important. Le choix du gouvernement était différent. On parie d'abord sur la mobilisation des acteurs, et tant mieux. C'est quelque chose qu'il faut faire avec les agriculteurs. Mais j'ai entendu aussi Stéphane Travert, Christophe Castaner, Richard Ferrand dire on va se mobiliser et si dans quelques mois il n'y a pas de progrès, on inscrira ça dans la loi. Mais dans ces cas-là, comment ça se passe ? Comment ça se passe avec le président de groupe ? Comment ça se passe avec les équipes du Premier ministre, avec les équipes du ministre Stéphane Travert ? On vous demande gentiment de rentrer dans le rang, sincèrement. Racontez-nous comment ça se passe. Parce que lorsque vous êtes arrivé, on a dit voilà, ce sont des députés godillots, ils ont été élus grâce à Emmanuel Macron et ils vont faire ce qu'on leur demande. On est là pour, je leur dis, le travail de parlementaire, c'est faire la loi et contrôler l'action du gouvernement. Voilà, donc c'est ça, on fait ça le mieux possible, le plus souvent dans le dialogue et en phase à 100% avec le gouvernement. Et de temps en temps, on peut porter des choses en plus, mais c'est toujours pour l'intérêt collectif. Ils vous en ont voulu, il y a eu ça un petit peu tangué ou pas ? Bah écoutez, certains n'ont pas forcément compris, mais je crois que l'important, c'était impossible qu'on ne parle pas du glyphosate quand on fait une grande loi agriculture et alimentation. Les Français n'auraient pas compris ça. Les Français, ils ont compris qu'il y a un sujet de santé très important pour les Français, mais aussi pour les agriculteurs. Ils ont envie qu'on sorte du glyphosate à chaque fois que c'est possible. Et donc, je crois que c'était pas possible de faire l'impasse sur ce sujet-là dans cette belle loi. Vous n'avez pas forcément gagné l'arbitrage ? C'est pas une question de gagner... perdre, mais en tout cas, non, mais c'est pas dans la loi pour l'instant. Mais est-ce qu'on en a fait un sujet de débat ? Oui. Est-ce que ça a permis que tout le monde se remobilise sur le sujet ? Je crois que oui. Est-ce que vous avez parfois des états d'âme, Mathieu Orphelin, sur la politique menée ? On a parlé du glyphosate, mais on pourrait parler d'autres événements récents. Je pense à l'abandon du plan banlieue voulu par Jean-Louis Borloo, les couacs autour de la baisse envisagée des aides sociales. Il y a eu des débats houleux sur le texte asile-immigration. Moi, j'ai jamais d'état d'âme parce qu'on n'a pas le droit d'en avoir. Parce qu'effectivement, mais oui, parce qu'on est là. C'est une fonction importante d'être député. Il faut tout donner sans état d'âme. Et il y a plein de choses qui avancent. Sur le plan banlieue, moi, je ne partage pas votre analyse. On a fait beaucoup de choses. Les CP à 12 élèves, ça marche très bien. Les emplois francs, les expérimentent sur 10 territoires, dont la ville d'Angers. On a vraiment des belles avancées. Moi, je me bats, c'est vrai, combat après combat, parce que c'est important, parce qu'on a cette urgence écologique, le changement climatique, la perte de biodiversité. On a tous ces grands combats. Moi, j'ai toujours envie d'aller plus vite. Mais sur l'écologie, vous n'êtes pas amer. Nicolas Hulot avait dit, vous d'ailleurs, vous aviez repris ces déclarations, vous avez dit il y aura la loi sur la mobilité, il y a celle sur l'alimentation, on a vu comment elle s'est terminée, il y a la question de la biodiversité ou encore la programmation pluriannuelle de l'énergie.
la place du climat dans la Constitution, alors que c'est un combat que vous n'avez pas gagné non plus. Le qu'on moment de vérité, c'est juillet. Et oui, parce que beaucoup des sujets, d'abord sur la loi agriculture-alimentation, on a gagné plein de choses. On a gagné, par exemple, sur les pesticides tueurs d'abeilles, il y a eu un petit sujet dans Télématin ce matin, on encadre mieux ces pesticides-là, c'est une grande victoire. Et tous les autres sujets que vous évoquez, la réforme constitutionnelle, la place du climat et de la biodiversité, la programmation de l'énergie, la loi mobilité, le plan vélo, tout ça, c'est dans le mois à venir. Donc le temps du bilan, Nicolas Hulot l'a dit, je crois qu'il a eu vraiment raison, c'est cet été qu'on va pouvoir dire est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux écologiques? Et sinon quoi? Même pour vous d'ailleurs, si on vous dit ceci, Nicolas Hulot. Moi, je bosse jour et nuit pour qu'on y arrive, pour que ce soit... voilà, et donc on verra si on n'y arrivait pas. Le moment venu, chacun prendrait ses responsabilités, mais moi, je ne veux pas l'échec, je veux la réussite de la majorité, du gouvernement, et ça veut dire être à la hauteur des enjeux sur la transition écologique. C'est pas gagné, il y a plein de choses à faire, il y a des arbitrages importants du gouvernement dans les prochaines semaines. On va tout faire pour qu'ils soient les plus positifs possibles. Donc vous continuez, non pas le rapport de force, parce que vous dites que ce n'est pas votre état d'esprit, mais essayer de pousser les sujets en interne pour faire avancer la cause écolo, parce que ça avance doucement. Mais bien sûr, parce que ce n'est pas si simple. Sur le vélo, j'ai entendu Nicolas Hulot dire plutôt des bonnes nouvelles hier, tant mieux, avec Elisabeth Borne et le gouvernement, ils sont mobilisés pour qu'enfin on rattrape ce retard de 20 ans que la France a sur le vélo. Tout ça, c'est compliqué. À chaque fois, ça bouscule les habitudes. L'écologie, la transition écologique, la transition solidaire, ça bouscule toutes les habitudes et donc c'est compliqué. Et parfois on reprend les mauvaises habitudes, y compris au sein du gouvernement. Est-ce que vous êtes épuisé? Non. Est-ce que vous êtes en burn-out? J'ai pas l'impression. Bon, parce que François de Rugy estime qu'il est nécessaire de freiner le rythme, sachant que les parlementaires viennent de siéger 17 jours d'affilée avec des semaines de 80 heures. Il dit c'est trop. Vous dites c'est trop? Moi je dis qu'on pourrait travailler beaucoup mieux à l'Assemblée, l'organisation des séances, tout un tas de choses dont on pourrait se passer, les rappels au règlement qui polluent la moitié des séances, tout un tas de formalismes. Vous savez, par exemple, sur la loi agriculture, on a voté plus de 2000 amendements. Et on les a votés en 9 jours et 9 nuits. Dans plein d'autres parlements d'autres pays, je pense à nos amis belges par exemple, les votes sont concentrés sur 3 heures dans la semaine. C'est beaucoup plus efficace. Et vous pensez que c'est audible de la part des Français que les députés travaillent trop? Moi non, j'utilise pas cette phrase-là. C'est pour ça que je vous ai dit, on travaille beaucoup, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait travailler beaucoup mieux. Juste, vous avez vu la une de Libé ce matin? Je l'ai aperçu, oui. On peut vous la montrer. La une de Libé, c'est François Hollande, tête de gondole, qui cartonne, paraît-il, dans les librairies avec son livre Leçons de pouvoir. Il est un espoir pour la gauche, il est un espoir pour l'écologie, il est un espoir pour les idées que vous portez? Pas pour moi. Je pense qu'effectivement, quand on a été aux plus hautes fonctions, après, il faut... Tourner la page? Tourner la page, c'est important, y compris pour se recentrer sur soi-même. Il y a une vie après la vie médiatique, après la vie politique. Je crois que quand on a été aux plus hautes fonctions, il ne faut pas imaginer de comeback ou de choses comme ça. Je crois qu'il faut imaginer une autre suite. Il a beaucoup d'expérience à transmettre, mais sûrement pas un comeback en politique. Mais enfin, c'est lui qui décidera. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux. Et Monsieur Orphelin notera quand même que demain, une grande partie de Télématin sera consacrée à cette fameuse et nécessaire journée mondiale des océans. Merci de votre attention.